Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur la télévision africaine. À la une du journal, la libre circulation, désormais matérialisée également par le Cameroun. Un acte signé du délégué général à la Sûreté nationale depuis hier 1er novembre. Appel à la libre circulation pour les 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale par respect des engagements de 2013. Dans cette édition, comme depuis ce sommet de N'Djamena, nous poursuivons notre série sur le vivre ensemble intercommunautaire, le cas des villes frontalières au Cameroun, mais également le cas de Brazzaville au Congo, qui se vante aujourd'hui d'être un modèle en matière d'intégration et de libre circulation. Ce sera le gros plan du 20h. Le 20h, c'est également la réaction des opérateurs économiques, des hommes d'affaires au sujet de cette décision des chefs d'État de la CEMAC. La bourse des valeurs mobilières sera désormais logée à Douala, la capitale économique du Cameroun. Comment reçoivent-ils cette information? Quels sont les lendemains attendus à la suite de cette décision des chefs d'État de la CEMAC? Ils vont s'exprimer, leaders des mouvements patronaux, sur le 20h. Le 20h, parole aux ex-anti-Balaka en République centrafricaine. Ils ont connu les atrocités de la guerre. Ils ont été acteurs et victimes. Ils ont compris la nécessité de la paix. Ils s'engagent désormais à œuvrer pour la paix en RCA. Ils se sont exprimés aujourd'hui au cours d'une conférence de presse donnée dans la capitale centrafricaine. Mesdames, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. C'est une affaire qui tient en haleine les Camerounais depuis hier soir. Un crime atroce au quartier Kodengi. Un Camerounais a décidé de mettre fin au jour de ses propres enfants, 3 au total, dans des conditions qui ne sont toujours pas expliquées. À Kodengi, pas de réponse au niveau des institutions judiciaires jusqu'à présent. Pas de réponse pour comprendre les mobiles de ce crime, mais toujours de nombreux points d'interrogation. Je vous amène encore dans cette ambiance lourde et triste telle que vécue par les populations de Yaoundé hier au quartier Kodengi. Nos équipes étaient sur le terrain. Sandrine Manza. Il était un peu plus de 23 heures ce mercredi lorsque les 3 corps de ces 3 adolescents âgés de 13, 6 et 3 ans ont été conduits au cimetière municipal de Yaoundé pour inhumation en présence du procureur de la République et des services compétents. Une foule frappée de grande émotion et sans réponse claire sur les causes de ce drame. Les corps ainsi transportés étaient déjà en état de décomposition avancée. Des images insoutenables qu'on ne montrera pas ici. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est depuis dimanche dernier que se serait passée cette boucherie humaine attribuée aux géniteurs de ces 3 innocents, un Camerounais de nationalité suisse dont la maman est installée dans ce même pays. Sur les lieux, pas de traces du présumé parent égorgeur. Sa ménagère se souvient cependant de l'appel téléphonique reçu de son patron dimanche, lui demandant de ne pas se présenter lundi à son lieu de service, visiblement pour l'éloigner et procéder à toute tranquillité au forfait. Pourquoi, comment, des questions et d'autres qui trouveront réponse à la suite des enquêtes ouvertes. Le principal suspect est actuellement détenu et exploité dans les services de la police judiciaire. Nos équipes ont fait le pied de grue justement dans ces services de la police judiciaire pour découvrir d'abord le visage du principal suspect, parent de ces enfants. Une seule image, une photographie qui circule depuis ces derniers temps qu'on peut avoir. Il s'appelle, selon les éléments de l'enquête, Yves-Michel Sétané. Yves-Michel Sétané, il serait âgé de 28 ans, suisse de nationalité, mais d'origine camerounaise, originaire de la région du Sud. Sa journée, c'était une journée d'exploitation du côté des services du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangeli, qui a décidé lui-même de prendre en main le suivi de cette affaire. Il est également exploité du côté de la police judiciaire. Selon les informations recueillies par nos équipes, il est passé aux aveux. Il avoue
le crime, même s'il n'a pas toujours donné les mobiles de ce crime. On apprend également qu'une perquisition a été faite dans une chambre d'hôtel d'un des hôtels les plus huppés de Yaoundé. Il a occupé cet hôtel. Les éléments de la police judiciaire y ont fait une perquisition pour essayer d'avoir des éléments d'information en attendant d'avoir une idée un peu plus claire de la cause de ce triple assassinat, infanticide sur ses propres enfants. On vous le disait, au quartier Kodengui, personne n'a une information un peu plus claire sur les causes de cet assassinat. On reviendra certainement dans nos prochaines éditions sur cette information liée naturellement à ce crime qui n'a toujours pas eu de motif jusqu'à présent. Yves Michel, cette année, est gardé dans les cellules de la police judiciaire en ce moment, ici à Yaoundé. Parlons libre circulation à présent et cette évolution notable au Cameroun, c'est une décision prise par le délégué général à la Sûreté nationale, justement, Martin Barga Nguélé, qui vient confirmer la matérialisation des accords de 2013 pris par le Cameroun et qui appelle à la libre circulation des ressortissants des 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale au niveau des frontières. Le délégué général rappelle aux autorités, aux postes frontaliers, les dispositions et l'engagement des différents États pour cette libre circulation dans le territoire de la CEMAC sans passeport, sans visa, justement à la présentation de quelques documents sécurisés, carte nationale d'identité et passeport sécurisé. C'est donc une évolution qui devrait avoir un impact sur les activités commerciales au niveau des villes frontalières. Le Sud Cameroun est connu pour héberger des marchés. Un marché s'appelle d'ailleurs marché mondial, pour héberger également des foires transfrontalières qui rassemblent équato-guinéens, gabonais et camerounais de ce côté. Cet élément de plus de libre circulation devrait faire changer les choses, Martin Okala. L'intégration dans la zone CEMAC passe par le vivre ensemble entre les peuples de la sous-région. Dans les villes frontalières et plus précisément à Kiossi, ce vivre ensemble est perceptible. Même si on observe quelques dérapages envers les ressortissants camerounais vivant au Gabon voisin. Habitant présentement, c'est l'insécurité. Les Camerounais ne sont pas à l'aise. Parce qu'à tout moment, parce qu'on ne voulait plus les commerçants, on disait les commerçants camerounais, retournez chez vous. Du côté de la Guinée équatoriale, les relations de fraternité sont vécues au quotidien entre les Camerounais et équato-guinéens. Les Camerounais, je suis allé ici au Cameroun. Je suis allé au Cameroun plus en Guinée équatoriale, les Camerounais ici. Le Cameroun étant la locomotive de l'intégration en Afrique centrale, tout ressortissant étranger ne trouve aucune difficulté à s'adapter à l'environnement socio-culturel. Quand vous êtes étranger, vous pouvez facilement faire la confusion. C'est-à-dire, on est tous mélangés, on ne sait pas qui est gabonais, on ne sait pas qui est équato-guinéen ou qui est camerounais. Pour booster cette intégration sous-régionale, la foire transfrontalière de l'Afrique centrale est organisée chaque année à Kiossi, avec pour objectif le renforcement des échanges commerciaux, les relations d'affaires entre fils et filles de la CEMAC, la paix, la sécurité par la solidarité des peuples, promouvoir le commerce sous-régional et les valeurs socio-culturelles. C'est un événement culturel, il y a déjà cet aspect. Il y a aussi que quand il y a la foire, il y a des échanges transfrontaliers, des échanges d'idées, des échanges commerciaux aussi. La libre circulation sans condition en zone CEMAC est le voulu absolu des peuples de la sous-région. Je vous donne justement lecture de cette décision, de cette circulaire du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barga Nguélé, signée hier 1er novembre et adressée aux délégués régionaux de la Sûreté nationale, les commissaires immigration, les commissaires au poste aéroport, les chefs de poste frontaliers de la Sûreté nationale. La note parle de l'exécution de la décision des chefs d'État lors de leur sommet extraordinaire du 25 juin 2013. La note précise qu'à cet effet, tout ressortissant de l'un des États membres ci-après désignés, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Tchad, détenteurs d'une pièce d'identité sécurisée, passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité, n'est plus soumis à l'obligation de visa d'entrée ou d'autorisation de sortie pour tout séjour ne dépassant pas 3 mois, soit 90 jours. Allons à Brazzaville, dans la capitale congolaise. On se vante là-bas d'être un modèle en matière de libre circulation, d'intégration et de vivre ensemble.
Comment cela se manifeste à Brazzaville? Sylvestre Messi à la rencontre de ces différentes communautés. Étienne, opérateur économique camerounais, vit au Congo depuis une vingtaine d'années. Concepteur des plaques d'immatriculation CEMAC en circulation dans le pays, entretient des rapports harmonieux avec les citoyens congolais. Les rapports avec les Congolais sont des rapports très cordiaux. Déjà que je suis marié avec une Congolaise, donc je suis très bien intégré. J'ai construit ici, je me suis vraiment installé. J'ai fait mes affaires au Congo à titre personnel depuis 15 ans. Comme Étienne, Defala Kadhafi, commerçant et éleveur tchadien, et Modeste Kambo, centrafricain né au Congo, se sentent dans leur pays. Moi, je suis né ici et grandi dans cette partie de l'Afrique centrale, Congo-Brazzaville. C'est un pays, c'est comme notre pays seulement. C'est comme le Tchad. On sent ici bien. Pour moi, centrafricain, nous sommes chez nous. Nous qui avons choisi le Congo comme notre deuxième patrie, il n'y a jamais eu de problème. Nous avons toujours vécu, c'est comme si nous sommes en Centrafrique. Tout sous la ratification de l'accord de 2013 sur la libre circulation des personnes dans la sous-région CEMAC par les chefs d'État. Et c'est une nouvelle que nous avons très bien accueillie, parce que ça nous bloquait beaucoup sur certains pays. Et nous, on a été très contents que le Congo soit parmi les premiers à ratifier et à sortir des textes pour cela. On est ravis, mais de plus, on félicite d'abord nos chefs d'État qui sont en train de se battre pour amener cohésion de la sous-région sur une démarche pacifique. S'il est désormais possible de séjourner pendant 3 mois dans les 6 pays de la CEMAC sans visa, les ressortissants souhaitent que d'autres initiatives soient prises par les chefs d'État afin de faciliter l'intégration sous-régionale. Le prix de la carte de résident, j'aurais voulu que ça soit le même prix partout. Il faut que les chefs d'État redoublent cette vigilance et encourager. Quand on a dit les CEMAC, les mises en circulation libre, CEMAC, ce n'est pas seulement les documents. Il faut accompagner ça par la justice. Il faut accompagner ça par une justice forte. Avec une population estimée à environ 4 500 000 habitants, la République du Congo recense plusieurs milliers d'expatriés, ce qui fait du pays une véritable terre d'accueil en Afrique centrale. Et on vous promet dans nos prochaines éditions une autre terre d'accueil, la localité de Campo, dans les profondeurs du sud pays, la frontière maritime entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Nos équipes sont en train de se déployer pour nous proposer également quelques clichés de l'intégration à la libre circulation là-bas. L'une des bonnes nouvelles justement du sommet de N'Djamena, c'est cette bourse des valeurs immobilières qui va prendre la direction de Douala. Les chefs d'État en ont ainsi décidé. Une bonne nouvelle telle que présentée par les opérateurs économiques, les leaders des mouvements patronaux qui pensent justement que c'est un appel de plus pour le rôle prépondérant que joue le Cameroun en termes de locomotive de l'économie de la sous-région Afrique centrale. Edmond Fauchier. Le siège de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale sera désormais basé à Douala, au Cameroun. Décision prise par les chefs d'État de la CEMAC réunis récemment à N'Djamena. Sur la place boursière de Douala, les opérateurs économiques accueillent favorablement cette délocalisation. C'est une très bonne nouvelle parce que nous nous désolions tous, n'est-ce pas, de la faiblesse de la bourse de Douala. Le même constat a été fait en ce qui concerne Libreville. Je crois que ça a été une bonne chose, une décision sage que ces deux bourses soient regroupées. La mutualisation des deux bourses isolées sonne comme la grande différence de ce rapprochement. La différence, c'est qu'au lieu qu'on ait deux bourses isolées qui ne fonctionnaient pas, on aura une seule bourse. Je crois que les moyens seront mutualisés et on peut espérer, à l'instar de la bourse de l'Afrique de l'Ouest, que celle du Cameroun lui emboîte un tout petit peu le pas. Mais ceci dit, la seule fusion des deux bourses n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait un véritable projet derrière, il faut qu'il y ait un véritable management. Par ailleurs, la fusion Douala Stock Exchange et Bourse des valeurs mobilières viendra booster le marché financier camerounais et africain en général. Oui, la délocalisation de la bourse de valeurs au Cameroun est une bonne chose pour la place de Douala, dans la mesure où les activités économiques vont se transporter davantage sur la place de Douala. Les quelques entreprises qu'il y a dans la zone, notamment à Libreville, vont se retrouver, n'est-ce pas, en train de coter à la bourse de valeurs de Douala, ce qui fait que Douala sera beaucoup plus considéré comme le centre de l'activité économique dans la sous-région CEMAC, ce qui est une bonne chose pour nous.
Selon les investisseurs, la nouvelle bourse des valeurs nécessite une sécurité juridique comme véritable garantie pour assurer le décollage du marché financier en Afrique centrale. Pour parler d'autre chose à présent, la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. La commission pour cette promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est toujours sur le terrain. Vous le savez, depuis quelques jours maintenant, elle va à la rencontre des départements ministériels. Matutu Mouna a été aujourd'hui au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour voir avec les responsables de ce département ministériel les outils de promotion et d'encadrement du bilinguisme. Entre de ces échanges, naturellement, les engagements et les prescriptions ont été présentés, même si une bonne partie de ces travaux s'est déroulée à huis clos. Mais je propose quand même d'écouter Matutu Mouna de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, mais également Jean Tchofo, le secrétaire général du ministère de l'économie. Les membres de la commission, n'est-ce pas, nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, conduite par Madame le ministre Matutu, nous avons pu, autour du ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, échanger sur la meilleure façon de promouvoir le bilinguisme dans notre pays, mais surtout aussi le vouloir vivre ensemble. On a essayé de voir au niveau du ministère quelle est la meilleure façon de le faire, et quelles sont les structures à améliorer, et puis de manière générale, quel type de relation nous devons avoir avec cette commission pour moi, n'est-ce pas, rester en droite ligne avec les prescriptions du chef de l'État en ce domaine. Vous savez, nous avons déjà une cellule de la traduction, dont le rôle est justement de traduire dans une ou dans l'autre langue, parce que comme vous le savez, le français comme l'anglais sont des langues d'égale valeur de par la Constitution. Donc nous traduisons à la fois en français mais aussi en anglais lorsque c'est nécessaire. Donc cette structure fait déjà bien ce travail et nous essayons autant que faire se peut de mettre dans les deux langues, n'est-ce pas, les documents qui sont produits. J'ai été très impressionnée par la volonté du ministre, parce qu'il a assisté à tous les échanges et ces échanges étaient très fructueux. Il y avait un langage, un franc-parler. Le ministre, dans certains domaines, nous a fait comprendre de manière vraie qu'ils étaient parfois en dessous de la moyenne et qu'ils travaillaient pour améliorer cette situation. Et je voudrais dire ici qu'au niveau du service de l'accueil, nous avons aussi été impressionnés. Voilà donc le point de cette descente de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au ministère de l'économie. Il faut préciser que les membres étaient également dans beaucoup d'autres départements ministériels, le ministère de l'Habitat, mais également le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Parlons propriété intellectuelle à présent, avec ces engagements qui ont été notés à Yaoundé aujourd'hui concernant l'OAPI sous le thème PAMPIC 2, un exemple de valorisation des produits du terroir africain. La deuxième phase du programme d'appui à la mise en place des indications géographiques dans les États membres de l'OAPI a été lancée ce jour par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. L'objectif de ce programme est d'améliorer la qualité des produits locaux et leur donner une plus-value sur le marché international. Comment se présente ce projet et quelles sont les différentes attentes, Vanessa Bindi? Le poivre de Penja, le miel de Oku au Cameroun et le café Ziamama Senta en Guinée sont des modèles de valorisation des produits locaux par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle grâce à la mise sur pied, avec le concours de son partenaire l'Agence française de développement, des indications géographiques dans les États membres. Il s'agit d'un programme qui va permettre d'utiliser le système de la propriété intellectuelle pour donner un peu plus de valeur aux produits agricoles, aux produits de l'artisanat. Et cet outil de la propriété intellectuelle est connu sous l'appellation de indication géographique. Vous le savez, lorsqu'un produit est en indication géographique, très souvent la demande est plus forte que l'offre. Garantir la qualité des produits locaux et leur donner une valeur ajoutée sur le marché international, c'est l'objectif à atteindre par ces indicateurs géographiques. Nous avons déjà de très bons résultats avec les produits qui ont été reconnus comme indication géographique, le poivre de Penja et le miel de Koufou.
il se comporte très bien sur le marché. Au niveau des terroirs, on sent vraiment que quelque chose a changé parce que le prix a augmenté et la lutte contre la pauvreté est vraiment effective dans les zones où on retrouve ces produits. Un projet de développement économique et social qui va permettre de stimuler le développement local et créer des emplois. On a vu de belles images des cabosses de cacao dans cet élément. Parlons justement des cabosses de cacao de qualité dans la région de l'Est, département d'Acadie. Le village s'appelle Djegoué. Le directeur général de la SODECAO, Jérôme Vondo, s'est rendu sur le terrain pour constater avec les producteurs le respect des itinéraires de production, mais également les capacités techniques à adhérer aux techniques justement modernes de production capables de remettre à flot le cacao, mais surtout de porter le cacao et de compter le cacao parmi ces outils du développement du Cameroun dans la conquête de son émergence. Karine Okomo. Guy Raoul, 48 ans, est propriétaire d'une exploitation cacaoyère. D'une superficie de 15 hectares, le jeune verger d'environ 4 ans a déjà atteint sa deuxième production. L'an dernier, par exemple, le jeune producteur a récolté 500 kg de cacao, mais envisage produire environ 3 tonnes cette année, malgré les difficultés rencontrées au quotidien. Les difficultés sont de plusieurs ordres. Et déjà la pourriture brune, le dessèchement des tiges qui nous amène à faire des éternels remplacements chaque année. Cette ambition passe également par le respect des itinéraires techniques et d'une expertise avérée, comme celle du directeur général de la SODECAO, Jérôme Vondo, qui s'est rendu en Djengué, dans le département de la KDI. Sur place, il a inspecté chaque plantation en procédant à une opération de taille de cacaoyer muni de son outil de travail. Je prends ceci, j'enlève ça. Ouais, bon, il y a une fleur là, je ne la prends pas. Je coupe ici. Après avoir visité 4 plantations cacaoyères, la satisfaction était au rendez-vous. Le constat que je fais est également satisfaisant dans la KDI. J'ai visité côte à côte 4 exploitations, ce qui montre que les habitants de ce département sont également engagés comme ailleurs dans cette opération qui est une opération très très heureuse pour le développement du pays, pour l'économie nationale et pour la prospérité des Camerounais. Les exploitants agricoles de la localité ont également reçu des sécataires avec pour instruction de poursuivre cette opération qui permettra d'améliorer leur productivité. Instruction bien reçue par les populations, visiblement contents de la visite du directeur général de la SODECAO, riche en conseils et en démonstrations. D'autres populations heureuses, c'est dans le Mayo d'Anaï, dans le septentrion camerounais. Ces populations ont bénéficié des formations en technologie de l'information et de la communication dans le cadre du projet MIGEF 2035, porté par l'IAI Cameroun et le représentant résident Armand Claude Amanda. Les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées ont bénéficié de ces différentes formations. Vous verrez que parmi les bénéficiaires se situait le président du Conseil économique et social, Ayan Luc, bien heureux également de s'arrimer aux technologies de l'information et de la communication. Gaël Djakam. Ils sont 400 au total à avoir été formés à l'usage des TIC et à avoir goûté aux délices du numérique dans le département du Mayo d'Anaï. Parmi ces lauréats figurent 170 dignitaires religieux et traditionnels, une centaine d'enseignants et fonctionnaires et 130 jeunes. Une formation qui a été rendue possible grâce à l'accompagnement du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, élite de ce département, Mounouna Futsu, venu soutenir le représentant résident de l'IAI Cameroun dans cette initiative. Les heureux bénéficiaires ont été initiés au domaine de la bureautique, des usages innovants des TIC via les réseaux sociaux, des séminaires et de la création des projets. Autre temps fort de ce séjour, la signature d'une convention de partenariat entre le ministre, par ailleurs promoteur de l'Institut supérieur Walia, basé à Yagua, et l'Institut africain d'informatique. Objet, la création d'un centre devant permettre aux jeunes bacheliers de la région de l'extrême nord et même du Tchad voisin d'accéder facilement aux formations diplômantes. Et pour reconnaître le mérite de cette initiative, le collectif des chefs traditionnels du département Adia, en guise de remerciement, a élevé Armand Claude Abanda au titre d'ambassadeur de la coordination des chefs traditionnels du Mayo d'Anaï à Yaoundé. Au mois de mars dernier, il avait déjà été élu notable au sultan de Yagua et conseiller à la royauté de Pousse dans le même département.
Un geste de cœur qui n'a pas laissé indifférent le représentant résident de l'IAI Cameroun. Il a tenu d'ailleurs à exprimer sa gratitude à l'endroit de la première dame Chantal Biya, marraine nationale du projet MIGEF, et les ministres Alamine Ousmane des Finances et Louis Pomotazé de l'économie pour tout leur soutien. On rappellera qu'Ayan Luc, président du Conseil économique et social, est par ailleurs chef traditionnel. Et puis c'était des flammes d'une extrême violence enregistrées ce matin à l'avenue Kennedy ici à Yaoundé. Résultat, une dizaine de boutiques consumées, des centaines de millions de francs CFA partis en fumée. L'origine des flammes n'est pas encore clairement établie. Des flammes qui auront heureusement été vite stoppées par les sapeurs-pompiers. Michel Siré-Tchungi. Ce matin, l'ambiance est peu ordinaire. Une épaisse couche de fumée traverse le ciel. C'est un violent incendie qui attaque un bâtiment. Quand ça a commencé, on lui a demandé est-ce qu'on peut l'aider à mettre ces trucs dehors. Il a dit non, ça va aller. Il a appelé les sapeurs-pompiers. On a quand même commencé à éteindre ça avec le sable. Comme il y avait un sac de sable là. Les flammes sont d'une extrême violence. Impossible d'atteindre le lieu d'origine. Les éléments du corps des sapeurs-pompiers s'attellent à l'éteindre, mais le combat est rude. La mobilisation est forte. Les véhicules d'eau se multiplient au fil du temps. Les forces de l'ordre également, avec les hauts gradés au rendez-vous. Les flammes, elles, ne cessent de se propager. Pour l'origine, seules les supputations existent. Apparemment, ce qui s'est passé, c'est que le gars qui avait la boutique d'à côté, il a dû brancher quelque chose qui chauffe. Ça a pris alors l'ampleur toute sa nuit, ça a chauffé, jusqu'à s'arriver à ce niveau, ça a donc pris le feu. Bon. Après 2 heures d'horloge, les flammes sont maîtrisées. Les sapeurs-pompiers que vous voyez tout autour de moi là, c'est des gens qui ont fait un travail fabuleux parce que ça pouvait incendier tout ce boulevard commercial de la ville de Yaoundé. Les dégâts sont énormes. Appareils électroniques, téléphones portables et autres estimés à des centaines de millions de francs CFA. On peut évaluer les dégâts pratiquement à 200, 300 millions. 4 boutiques, en fait, là, à l'avant 4 boutiques et à l'arrière 6. Donc pratiquement 10 boutiques sont parties en fumée, plus un bar. C'est la désolation pour les propriétaires des boutiques qui essayent de récupérer ce qui a pu échapper aux flammes. Désormais à visage découvert, ils ont connu le feu de la guerre. Ce sont les ex-anti-Balaka qui s'engagent désormais à œuvrer pour la paix en République centrafricaine. Ils se sont exprimés face à la presse aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Les raisons de ce retour, mais également les attentes liées à l'encadrement du gouvernement étaient ainsi au menu de ces échanges. Ambroise Awono. On ne va pas aujourd'hui demander à certains Gabonais, Européens là-bas, ou Camerounais de venir reconstruire notre pays. C'est à nous-mêmes, les peuples centrafricains. Ainsi s'exprime un ex-responsable combattant anti-Balaka aujourd'hui converti. C'est lui qui était hier insoumis, s'est réuni au sein d'un collectif de personnes qui partagent la même idéologie, le retour d'une paix définitive en République centrafricaine. J'étais le responsable, leader principal et responsable du mouvement ex-anti-Balaka. Est-ce que c'est à moi de rester toujours dans ce mouvement anti-Balaka pour faire la guerre? Et puis comment la paix va revenir dans mon pays? C'est à moi de se déguiser, de devenir homme de paix. Le mouvement s'appelle El Cadre, leader combattant d'autodéfense et de résistance. Son but spécial est de dénoncer tout ce qui trouble non seulement l'ordre public, mais aussi la sûreté de l'État. Au cours de ce point de presse, ils appelleront à tous les pères érigés en autodéfense à se joindre à ce mouvement pour qu'ensemble barrer la route à la division, surtout à la haine, véritable instigateur principal des crises que la République centrafricaine a connues. Si aujourd'hui il n'y a pas de paix dans ce pays, on ne peut pas aller au champ, même les commerces, aller à l'église, aller au marché, pas des hôpitaux, pas des études, pas de l'école. Et s'il y a la paix aujourd'hui, tout le monde peut circuler librement et vaquer à leur occupation pour aider la communauté centrafricaine. Promouvoir la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale, tels sont désormais leurs leitmotivs pour une Centrafrique qui se veut unie et indivisible. Ils approuvent le processus du DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement mis sur pied par le gouvernement.
et toutes les initiatives susceptibles à apporter la paix en République centrafricaine. C'est un peu l'objectif recherché du côté du Libéria, la paix et la poursuite à terme du processus électoral. Le second tour du 7 novembre prochain est désormais problématique. Quelques tensions sont enregistrées. Les audiences à la commission électorale sont décalées de quelques 24 heures. L'Union africaine est sur le terrain. Quelques leaders également de l'Afrique de l'Ouest sur le terrain pour essayer d'échanger avec ces leaders de la contestation autour d'un processus électoral désormais problématique. Mathieu Wamba. Après avoir été saisie par 3 partis de l'opposition, la Cour suprême libérienne a enjoint la Commission nationale électorale à suspendre toute action en vue du second tour de l'élection et revisiter les résultats du premier tour fortement contestés. Cette démarche de l'opposition pourrait retarder le déroulement du second tour du scrutin, initialement prévu pour le 7 novembre prochain. L'audience de ce matin accordée à la NEC ayant été renvoyée à demain. Les risques de violence étant réels, le président en exercice de l'Union africaine Alpha Condé et son homologue togolais Faure Gnassingbé sont à Monrovia pour appeler les différents candidats à la présidentielle à plus de retenue. Charles Bromsking du Parti de la Liberté, arrivé en 3e position avec 10% de voix derrière Bouaka et Weah, crie à la fraude massive dans certains bureaux et compté acquis à la star du foot. Il appelle donc la Commission nationale électorale à se saisir du dossier et procéder à la vérification de certains supports et procès-verbaux à sa disposition. Toute chose que Joseph Boakai soutient, bien qu'il se soit fait lâcher par son ancienne partenaire Ellen Johnson Sirleaf, qui avait appelé au soutien de Weah au second tour. Weah, lui, demande à ses militants de se rendre aux urnes le 7 octobre prochain et de ne point se laisser distraire. Le Libéria est un pays fragile qui sort de plus d'une décennie de guerre civile qui avait fait près de 250 000 morts et ne demande qu'à passer à la toute première transition démocratique de son histoire. La haute délégation de l'Union africaine menée par le président en exercice de l'Union africaine Alpha Condé en a donc profité pour rétablir le contact avec les différentes parties et retémoigner le soutien de la communauté internationale au résultat du premier tour. Il appelle la Commission nationale électorale à plus de responsabilités pour que se tienne au plus vite le second tour afin de combler le vide politique au sommet et remettre le pays au travail. Et le temps auditionnel de ce journal nous permet de parler de célébration. 640 personnels au total de la société camerounaise de Palmeraie qui sont dans ces plantations et usines dans au moins 3 départements, le Mungo, la Sanaga maritime, le Vouriéo, engagé dans la production de ces sociétés de Palmeraie, la Socapam. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale était personnellement sur le terrain pour épingler sur différentes poitrines ces récompenses. Le compte rendu d'Edmond Fouché. La société camerounaise de Palmeraie était en fête les 19 et 20 octobre 2017 dernier. C'était à l'occasion des cérémonies de remise des distinctions aux employés de la direction générale et à ceux des plantations d'Edeya, Ezeka, Mbongo, Mbambou, Dibombari et Kienke. Au total, 640 médailles d'honneur du travail, soit 192 en or, 184 métaux en vermeil et 264 en argent. Geste de motivation pour l'ensemble du personnel de la Socapalm. Ils sont décernés aux travailleurs qui, après tant d'années, ont servi dans leur entreprise avec abnégation et dévouement. À Edea dans la Sanaga maritime, tout comme à Dibombari dans le Mungo, les cérémonies relatives ont été présidées par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Orona. Les récipiendaires n'ont pas caché leurs émotions. Aujourd'hui, nous sommes très contents de mériter cette médaille et nous remercions vraiment notre société, la Socapam. C'est le fruit de tant de 10 années de labeur et bon, voilà, je ne peux qu'être heureuse. Dans son allocution de circonstance, le directeur général de la Socapalm, Dominique Cornet, dira que l'entreprise qu'il dirige est toujours prête à primer le mérite. Vous dire, chers collaborateurs, c'est votre parcours, votre vie professionnelle, votre carrière depuis 10, 15, 25 ans et plus, que tous réunis ici, nous mettons à l'honneur. C'est votre engagement et votre fidélité à la Socapalm qui sont salués aujourd'hui. Entre employeurs et employés de la Socapalm, le climat est serein, toutes choses félicitées par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. De travailler d'abord, de dialoguer ensuite. C'est pour cela que je suis venu aussi vous féliciter
pour votre esprit de dialogue, pour votre attitude de patience. Et je vous exhorte à continuer sur cette voie. Créée il y a 44 ans, la Socapalm est une agro-industrie qui produit l'huile de palme et les VA. Grâce au dynamisme de son personnel, sa production d'huile est passée à 150 tonnes par heure, comme pour dire qu'à la Socapalm, le personnel reste au centre des préoccupations. Les personnels donc qui opèrent dans les plantations, dans 3 départements, on l'a dit, l'Océan, le Mungo et le Sanaga maritime, ainsi récompensés. Tout à l'heure, 21h, au cœur du mystère, y a-t-il eu une religion avant le christianisme dans le continent africain? C'est le thème majeur, piloté par Nathan Amougou et les différents invités. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette édition. Passez une magnifique soirée. Extraordinaire du 25 juin 2013. La note précise qu'à cet effet, tout ressortissant de l'un des États membres ci-après désigné Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Tchad, détenteur d'une pièce d'identité sécurisée, passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité, n'est plus soumis à l'obligation de visa d'entrée ou d'autorisation de sortie pour tout séjour ne dépassant pas 3 mois, soit 90 jours. Allons à Brazzaville, dans la capitale congolaise. On se vante là-bas d'être un modèle en matière de libre circulation, d'intégration et de vivre ensemble. Comment cela se manifeste à Brazzaville? Sylvestre Messi à la rencontre de ces différentes communautés. Étienne, opérateur économique camerounais, vit au Congo depuis une vingtaine d'années. Concepteur des plaques d'immatriculation CEMAC en circulation dans le pays, entretient des rapports harmonieux avec les citoyens congolais. Mes rapports avec les Congolais sont des rapports très cordiaux. Déjà que je suis marié avec une Congolaise, donc je suis très bien intégré. J'ai construit ici, je me suis vraiment installé. J'ai fait mes affaires au Congo à titre personnel depuis 15 ans. Comme Étienne, Defala Kadhafi, commerçant et éleveur tchadien, et Modeste Kambo, centrafricain né au Congo, se sentent dans leur pays. Moi, je suis né ici et grandi dans cette partie de l'Afrique centrale, Congo-Brazzaville. C'est un pays, c'est comme notre pays seulement. C'est comme le Tchad. On sent ici bien. Pour moi, centrafricains, nous sommes chez nous. Nous qui avons choisi le Congo comme notre deuxième patrie, il n'y a jamais eu de problème. Nous avons toujours vécu, c'est comme si nous sommes en Centrafrique. Tout sous la ratification de l'accord de 2013 sur la libre circulation des personnes dans la sous-région CEMAC par les chefs d'État. Et c'est une nouvelle que nous avons très bien accueillie, parce que ça nous bloquait beaucoup sur certains pays. Et nous, on a été très contents que le Congo soit parmi les premiers à ratifier et à sortir les textes pour cela. On est ravis, mais de plus, on félicite d'abord nos chefs d'État qui sont en train de se battre pour amener cohésion de la sous-région sur une démarche pacifique. S'il est désormais possible de séjourner pendant 3 mois dans les 6 pays de la CEMAC sans visa, les ressortissants souhaitent que d'autres initiatives soient prises par les chefs d'État afin de faciliter l'intégration sous-régionale. Le prix de la carte de résident, j'aurais voulu que ça soit le même prix partout. Il faut que les chefs d'État redoublent cette vigilance et encourager. Quand on a dit les CEMAC, les mises en circulation libre, CEMAC, ce n'est pas seulement les documents. Il faut accompagner ça par la justice. Il faut accompagner ça par une justice forte. Avec une population estimée à environ 4 500 000 habitants, la République du Congo recense plusieurs milliers d'expatriés, ce qui fait du pays une véritable terre d'accueil en Afrique centrale. Et on vous promet dans nos prochaines éditions une autre terre d'accueil, la localité de Campo, dans les profondeurs du sud pays, la frontière maritime entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Nos équipes sont en train de se déployer pour nous proposer également quelques clichés de l'intégration à la libre circulation là-bas. L'une des bonnes nouvelles justement du sommet de N'Djamena, c'est cette bourse des valeurs immobilières qui va prendre la direction de Douala. Les chefs d'État en ont ainsi décidé. Une bonne nouvelle telle que présentée par les opérateurs économiques, les leaders des mouvements patronaux qui pensent justement que c'est un appel de plus pour le rôle prépondérant que joue le Cameroun en thème de locomotive de l'économie de la sous-région Afrique centrale. Edmond Fauchier. Le siège de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale
sera désormais basée à Douala, au Cameroun. Décision prise par les chefs d'État de la CEMAC réunis récemment en N'Djamena. Sur la place boursière de Douala, les opérateurs économiques accueillent favorablement cette délocalisation. C'est une très bonne nouvelle parce que nous nous désolions tous, n'est-ce pas, de la faiblesse de la bourse de Douala. Le même constat a été fait en ce qui concerne Libreville. Je crois que ça a été une bonne chose, une décision sage que ces deux bourses soient regroupées. La mutualisation des deux bourses isolées sonne comme la grande différence de ce rapprochement. La différence, c'est qu'au lieu qu'on ait deux bourses isolées qui ne fonctionnaient pas, on aura une seule bourse. Je crois que les moyens seront mutualisés et on peut espérer, à l'instar de la originaire de la région du Sud. Sa journée, c'était une journée d'exploitation du côté des services du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, qui a décidé lui-même de prendre en main le suivi de cette affaire. Il est également exploité du côté de la police judiciaire. Selon les informations recueillies par nos équipes, il est passé aux aveux. Il avoue le crime, même s'il n'a pas toujours donné les mobiles de ce crime. On apprend également qu'une perquisition a été faite dans une chambre d'hôtel d'un des hôtels les plus huppés de Yaoundé. Il a occupé cet hôtel. Les éléments de la police judiciaire y ont fait une perquisition pour essayer d'avoir des éléments d'information en attendant d'avoir une idée un peu plus claire de la cause de ce triple assassinat, infanticide sur ses propres enfants. On vous le disait, au quartier Kodengui, personne n'a une information un peu plus claire sur les causes de cet assassinat. On reviendra certainement dans nos prochaines éditions sur cette information liée naturellement à ce crime qui n'a toujours pas eu de motif jusqu'à présent. Yves Michel, cette année, est gardé dans les cellules de la police judiciaire en ce moment, ici à Yaoundé. Parlons libre circulation à présent et cette évolution notable au Cameroun, c'est une décision prise par le délégué général à la Sûreté nationale, justement, Martin Bargangele, qui vient confirmer la matérialisation des accords de 2013 pris par le Cameroun et qui appelle à la libre circulation des ressortissants des 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale au niveau des frontières. Le délégué général rappelle aux autorités, aux postes frontaliers, les dispositions et l'engagement des différents États pour cette libre circulation dans le territoire de la CEMAC, sans passeport, sans visa, justement à la présentation de quelques documents sécurisés, carte nationale d'identité et passeport sécurisé. C'est donc une évolution qui devrait avoir un impact sur les activités commerciales au niveau des villes frontalières. Le Sud Cameroun est connu pour héberger des marchés. Un marché s'appelle d'ailleurs marché mondial, pour héberger également des foires transfrontalières qui rassemblent équato-guinéens, gabonais et camerounais de ce côté. Cet élément de plus de libre circulation devrait faire changer les choses. Martin Okala. L'intégration dans la zone CEMAC passe par le vivre ensemble entre les peuples de la sous-région. Dans les villes frontalières et plus précisément à Kiossi, ce vivre ensemble est perceptible. Même si on observe quelques dérapages envers les ressortissants camerounais vivant au Gabon voisin. Habitant présentement, c'est l'insécurité. Les Camerounais ne sont pas à l'aise. Parce qu'à tout moment, parce qu'on ne voulait plus les commerçants, on disait les commerçants camerounais, retournez chez vous. Du côté de la Guinée équatoriale, les relations de fraternité sont vécues au quotidien entre les Camerounais et les équato-guinéens. Les Camerounais, je suis allé ici au Cameroun. Je suis allé au Cameroun plus en Guinée équatoriale, les Camerounais ici. Le Cameroun étant la locomotive de l'intégration en Afrique centrale, tout ressortissant étranger ne trouve aucune difficulté à s'adapter à l'environnement socio-culturel. Quand vous êtes étranger, vous pouvez facilement faire la confusion. C'est-à-dire, on est tous mélangés, on ne sait pas qui est gabonais, on ne sait pas qui est équato-guinéen ou qui est camerounais. Pour booster cette intégration sous-régionale, la foire transfrontalière de l'Afrique centrale est organisée chaque année à Kiossi, avec pour objectif le renforcement des échanges commerciaux, les relations d'affaires entre fils et filles de la CEMAC, la paix, la sécurité par la solidarité des peuples, promouvoir le commerce sous-régional et les valeurs socio-culturelles. C'est un événement culturel, il y a déjà cet aspect. Il y a aussi que quand il y a la foire, il y a des échanges transfrontaliers, des échanges d'idées.
des échanges commerciaux aussi. La libre circulation sans condition en zone CEMAC est le voulu absolu des peuples de la sous-région. Je vous donne justement lecture de cette décision, de cette circulaire du délégué général à la sûreté nationale, Martin Bargangele, signée hier 1er novembre et adressée aux délégués régionaux de la sûreté nationale, les commissaires immigration, les commissaires au poste aéroport, les chefs de poste frontaliers de la sûreté nationale. La note parle de l'exécution de la décision des chefs d'État lors de leur sommet et quelles sont les différentes attentes. Vanessa Bindi. Le poivre de Penja, le miel de Oku au Cameroun et le café Ziamama Senta en Guinée sont des modèles de valorisation des produits locaux par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle grâce à la mise sur pied, avec le concours de son partenaire l'Agence française de développement, des indications géographiques dans les États membres. Il s'agit d'un programme qui va permettre d'utiliser le système de la propriété intellectuelle pour donner un peu plus de valeur aux produits agricoles, aux produits de l'artisanat. Et cet outil de la propriété intellectuelle est connu sous l'appellation d'indication géographique. Vous le savez, lorsqu'un produit est en indication géographique, très souvent la demande est plus forte que l'offre. Garantir la qualité des produits locaux et leur donner une valeur ajoutée sur le marché international, c'est l'objectif à atteindre par ces indicateurs géographiques. Nous avons déjà de très bons résultats avec les produits qui ont été reconnus comme indication géographique, le poivre de Penja et le miel de Oku. Ils se comportent très bien sur le marché. Au niveau des terroirs, on sent vraiment que quelque chose a changé parce que le prix a augmenté et la lutte contre la pauvreté est vraiment effective dans les zones où on retrouve ces produits. Un projet de développement économique et social qui va permettre de stimuler le développement local et créer des emplois. On a vu de belles images des cabosses de cacao dans cet élément. Parlons justement des cabosses de cacao de qualité dans la région de l'Est, département de l'Acadie. Le village s'appelle Djegwe. Le directeur général de la SODECAO, Jérôme Vondo, s'est rendu sur le terrain pour constater avec les producteurs le respect des itinéraires de production, mais également les capacités techniques à adhérer aux techniques justement modernes de production capables de remettre à flot le cacao, mais surtout de porter le cacao et de compter le cacao parmi ces outils du développement du Cameroun dans la conquête de son émergence. Karine Okomo. Guy Raoul, 48 ans, est propriétaire d'une exploitation cacaoyère. D'une superficie de 15 hectares, le jeune verger d'environ 4 ans a déjà atteint sa deuxième production. L'an dernier, par exemple, le jeune producteur a récolté 500 kg de cacao, mais envisage produire environ 3 tonnes cette année, malgré les difficultés rencontrées au quotidien. Les difficultés sont de plusieurs ordres. Et déjà la pourriture brune, le dessèchement des tiges qui nous amène à faire des éternels remplacements chaque année. Cette ambition passe également par le respect des itinéraires techniques et d'une expertise avérée, comme celle du directeur général de la SODECAO, Jérôme Vondo, qui s'est rendu en Djengue, dans le département de l'Acadie. Sur place, il a inspecté chaque plantation en procédant à une opération de taille de cacaoyer muni de son outil de travail. Je prends ceci, j'enlève ça. Ouais, bon, il y a une fleur là, je ne la prends pas, je coupe ici. Après avoir visité 4 plantations cacaoyères, la satisfaction était au rendez-vous. Le constat que je fais est également satisfaisant dans l'Acadie. J'ai visité côte à côte 4 exploitations, ce qui montre que les habitants de ce département sont également engagés comme ailleurs dans cette opération qui est une opération très très heureuse pour le développement du pays, pour l'économie nationale et pour la prospérité des Camerounais. Les exploitants agricoles de la localité ont également reçu des sécataires avec pour instruction de poursuivre cette opération qui permettra d'améliorer leur productivité. Instruction bien reçue par les populations, visiblement contents de la visite du directeur général de la SODECAO, riche en conseils et en démonstrations. D'autres populations heureuses, c'est dans le Mayo d'Anaï, dans le septentrion camerounais. Ces populations ont bénéficié des formations en technologie de l'information et de la communication dans le cadre du projet MIGEF 2035, porté par l'IAI Cameroun et le représentant résident Armand Claude Amanda
Les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées ont bénéficié de ces différentes formations. Vous verrez que parmi les bénéficiaires se situait le président du Conseil économique et social, Ayan Luc, bien heureux également de s'arrimer aux technologies de l'information et de la communication. Gaël Djakam. Ils sont 400 au total à avoir été formés à l'usage des TIC et à avoir goûté aux délices du numérique dans le département du... Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur la télévision africaine. À la une du journal, la libre circulation, désormais matérialisée également par le Cameroun. Un acte signé du délégué général à la sûreté nationale depuis hier 1er novembre. Appel à la libre circulation pour les 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale par respect des engagements de 2013. Dans cette édition, comme depuis ce sommet de N'Djamena, nous poursuivons notre série sur le vivre ensemble intercommunautaire, le cas des villes frontalières au Cameroun, mais également le cas de Brazzaville au Congo, qui se vante aujourd'hui d'être un modèle en matière d'intégration et de libre circulation. Ce sera le gros plan du 20h. Le 20h, c'est également la réaction des opérateurs économiques, des hommes d'affaires au sujet de cette décision des chefs d'État de la CEMAC. La bourse des valeurs mobilières sera désormais logée à Douala, la capitale économique du Cameroun. Comment reçoivent-ils cette information? Quels sont les lendemains attendus à la suite de cette décision des chefs d'État de la CEMAC? Ils vont s'exprimer, leaders des mouvements patronaux, sur le 20h. Le 20h, parole aux ex-anti-Balaka en République centrafricaine. Ils ont connu les atrocités de la guerre. Ils ont été acteurs et victimes. Ils ont compris la nécessité de la paix. Ils s'engagent désormais à œuvrer pour la paix en RCA. Ils se sont exprimés aujourd'hui au cours d'une conférence de presse donnée dans la capitale centrafricaine. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. C'est une affaire qui tient en haleine les Camerounais depuis hier soir. Un crime atroce au quartier Kodengui. Un Camerounais a décidé de mettre fin au jour de ses propres enfants, 3 au total, dans des conditions qui ne sont toujours pas expliquées. À Kodengui, pas de réponse au niveau des institutions judiciaires jusqu'à présent. Pas de réponse pour comprendre les mobiles de ce crime, mais toujours de nombreux points d'interrogation. Je vous amène encore dans cette ambiance lourde et triste telle que vécue par les populations de Yaoundé hier au quartier Kodengui. Nos équipes étaient sur le terrain. Sandrine Manza. Il était un peu plus de 23 heures ce mercredi lorsque les 3 corps de ces 3 adolescents âgés de 13, 6 et 3 ans ont été conduits au cimetière municipal de Yaoundé pour inhumation en présence du procureur de la République et des services compétents. Une foule frappée de grande émotion et sans réponse claire sur les causes de ce drame. Les corps ainsi transportés étaient déjà en état de décomposition avancée. Des images insoutenables qu'on ne montrera pas ici. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est depuis dimanche dernier que se serait passée cette boucherie humaine attribuée aux géniteurs de ces 3 innocents, un Camerounais de nationalité suisse dont la maman est installée dans ce même pays. Sur les lieux, pas de traces du présumé parent égorgeur. Sa ménagère se souvient cependant de l'appel téléphonique reçu de son patron dimanche, lui demandant de ne pas se présenter lundi à son lieu de service, visiblement pour l'éloigner et procéder à toute tranquillité au forfait. Pourquoi, comment, des questions et d'autres qui trouveront réponse à la suite des enquêtes ouvertes. Le principal suspect est actuellement détenu et exploité dans les services de la police judiciaire. Nos équipes ont fait le pied de grue justement dans ces services de la police judiciaire pour découvrir d'abord le visage du principal suspect, parent de ces enfants. Une seule image, une photographie qui circule depuis ces derniers temps qu'on peut avoir
Il s'appelle, selon les éléments de l'enquête, Yves-Michel Setané. Yves-Michel Setané, il serait âgé de 28 ans, suisse de nationalité, mais d'origine camerounaise. De l'Afrique de l'Ouest, que celle du Cameroun lui emboîte un tout petit peu le pas. Mais ceci dit, la seule fusion des deux bourses n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait un véritable projet derrière. Il faut qu'il y ait un véritable management. Par ailleurs, la fusion Douala Stock Exchange et Bourse des valeurs mobilières viendra booster le marché financier camerounais et africain en général. Oui, la délocalisation de la bourse de valeurs au Cameroun est une bonne chose pour la place de Douala, dans la mesure où les activités économiques vont se transporter davantage sur la place de Douala. Les quelques entreprises qu'il y a dans la zone, notamment à Libreville, vont se retrouver, n'est-ce pas, en train d'être cotées à la bourse de valeurs de Douala, ce qui fait que Douala sera beaucoup plus considéré comme le centre de l'activité économique dans la sous-région CEMAC, ce qui est une bonne chose pour nous. Selon les investisseurs, la nouvelle bourse des valeurs nécessite une sécurité juridique comme véritable garantie pour assurer le décollage du marché financier en Afrique centrale. Pour parler d'autre chose à présent, la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. La commission pour cette promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est toujours sur le terrain. Vous savez, depuis quelques jours maintenant, elle va à la rencontre des départements ministériels. Matutu Mouna a été aujourd'hui au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour voir avec les responsables de ce département ministériel les outils de promotion et d'encadrement du bilinguisme. Entre de ces échanges, naturellement, les engagements et les prescriptions ont été présentés, même si une bonne partie de ces travaux s'est déroulée à huis clos. Mais je propose quand même d'écouter Matutu Mouna de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, mais également Jean Thiofo, le secrétaire général du ministère de l'économie. Les membres de la commission, n'est-ce pas, nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, conduite par Madame le ministre Matutu, nous avons pu, autour du ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, échanger sur la meilleure façon de promouvoir le bilinguisme dans notre pays, mais surtout aussi le vouloir vivre ensemble. On a essayé de voir au niveau du ministère quelle est la meilleure façon de le faire, et quelles sont les structures à améliorer, et puis de manière générale, quel type de relation nous devons avoir avec cette commission pour moi, n'est-ce pas, rester en droite ligne avec les prescriptions du chef de l'État en ce domaine. Vous savez, nous avons déjà une cellule de la traduction, dont le rôle est justement de traduire dans une ou dans l'autre langue, parce que comme vous le savez, le français comme l'anglais sont des langues d'égale valeur de par la Constitution. Donc nous traduisons à la fois en français mais aussi en anglais lorsque c'est nécessaire. Donc cette structure fait déjà bien ce travail et nous essayons autant que faire se peut de mettre dans les deux langues, n'est-ce pas, les documents qui sont produits. J'ai été très impressionnée par la volonté du ministre, parce qu'il a assisté à tous les échanges et ces échanges étaient très fructueux. Il y avait un langage, un franc-parler. Le ministre, dans certains domaines, nous a fait comprendre de manière vraie qu'ils étaient parfois en dessous de la moyenne et qu'ils travaillaient pour améliorer cette situation. Et je voudrais dire ici qu'au niveau du service de l'accueil, nous avons aussi été impressionnés. Voilà donc le point de cette descente de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au ministère de l'économie. Il faut préciser que les membres étaient également dans beaucoup d'autres départements ministériels, le ministère de l'Habitat, mais également le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Parlons propriété intellectuelle à présent, avec ces engagements qui ont été notés à Yaoundé aujourd'hui concernant l'OAPI sous le thème PAMPIC 2, un exemple de valorisation des produits du terroir africain. La deuxième phase du programme d'appui à la mise en place des indications géographiques dans les États membres de l'OAPI a été lancée ce jour par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. L'objectif de ce programme est d'améliorer la qualité des produits locaux et leur donner une plus-value sur le marché international. Comment se présente ce projet?